Bienvenue dans le module sur l'influence marketing. Alors l'influence marketing, c'est une discipline qui consiste à tisser des relations avec des influenceurs, grosso modo. C'est des créateurs de contenu, c'est des gens qui ont pour job de créer du contenu. Régulièrement, c'est pour plutôt des plateformes sociales. Aujourd'hui, l'avènement des influenceurs, il est sur Instagram, mais il peut être un peu partout. On va inclure dans ce module tous les youtubeurs, tous les blogueurs et vraiment tous les gens qui vivent de leur production de contenu. Ce marché de la production de contenu et de l'influence, il est hyper impressionnant et surtout, on n'en voit que la face immergée de l'iceberg. C'est un peu toujours la même histoire, il y a des marchés qui sont plus ou moins transparents. Celui-là, c'est un marché qui est assez opaque, donc je vais essayer de vous donner un petit peu des petits nuggets d'informations qui sont sur l'envers du décor. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et il y a beaucoup de choses qu'on voit et vu qu'il y a une face frontale très visible, c'est très difficile de se faire une idée en amont et de se rendre compte de la puissance de ce canal d'acquisition. Alors avant toute chose, je voudrais juste faire un point sur le mot influenceur en lui-même. Ce mot-là, je ne sais pas de quand ça date exactement, mais ça remonte à quelques années où on a commencé à parler des blogueurs comme des influenceurs. Il y a eu un énorme mouvement de gens qui sont passés du blogging réel, donc à avoir un blog sur Internet, leur propre site web, à avoir des comptes Instagram assez influents et qui rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers ou des millions d'abonnés, de gens qui suivent la vie de ces influenceurs et qui se sentent vraiment connectés avec eux. Le métier de l'influence, c'est exactement ça. Alors, on n'aime pas le mot influenceur. Moi, je suis pas un grand fan personnellement parce qu'il y a un truc de tu retires un peu le libre arbitre aux gens qui suivent ces gens-là parce qu'ils se font influencer. Alors, tu peux les appeler comme tu veux. Très honnêtement, je suis pas là pour faire de la théorie sociétale. Je suis juste là pour te dire que, effectivement, ces gens-là, ils ont quand même une certaine forme d'influence dans le fait qu'ils sont prescripteurs très forts. Pour avoir des amis qui sont influenceurs ou influenceuses, je me rends bien compte que leur pouvoir de prescription est très fort et que quand ils ou elles disent à leurs abonnés que il faut acheter tel objet ou que ce produit-là vaut le coup ou que ce truc-là vaut pas le coup, il y a un pouvoir de prescription qui est très fort. Les gens les écoutent. On en pense qu'on veut, la société est comme ça et en tout cas, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, notamment si vous arrivez à trouver les influenceurs et les blogueurs, etc., qui targetent votre propre audience. Si vous avez des gens qui sont des potentiels leads dans leur audience, vous avez un canal tout tracé où les gens peuvent vraiment vous faire passer un message qui va être vu par leur audience non pas comme une publicité, mais plus comme une recommandation d'un pote. Cette recommandation, cet effet de recommandation, il est extrêmement puissant en termes d'acquisition parce que les gens, ils préfèrent toujours avoir quelqu'un qu'ils connaissent et en qui ils sont rassurés, qui leur dit d'acheter quelque chose plutôt que juste de prendre la décision par eux-mêmes. Donc juste pour fermer cette parenthèse sur l'influence en général, je vais vous demander de laisser tous vos préjugés de côté parce que c'est des gens qui bossent énormément. Alors on peut en penser ce qu'on veut encore une fois sur le fait que ça passe beaucoup de temps sur Instagram, ça passe beaucoup de temps à créer du contenu, etc. Mais c'est des gens qui sont fondamentalement passionnés par le contenu. Je pense que la plupart d'entre nous réalisons même pas à quel point il y a du travail énormément derrière ce qui est présenté comme affiche. Il y a une distorsion de la réalité qui est claire. Il y a une présentation d'un produit plutôt que d'une personne réelle derrière. Très souvent, c'est des personnages qui sont créés et qui sont mis en avant dans ces contenus-là, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook pour les plus anciens et puis le blogging en général. C'est souvent des personnages. C'est des gens qui créent des produits avec leur propre personne. C'est un travail qui est colossal et je trouve que ça vaut le coup de respecter ce travail. Notamment si vous avez déjà regardé le module sur la création de contenu, sur une stratégie de contenu en acquisition. Si vous l'avez pas regardé, je vous invite à le faire pour comprendre ce qu'il y a derrière. Créer du contenu, c'est intense. Ça demande beaucoup de temps. C'est un personnage. Ce que je fais là maintenant devant la caméra, c'est un truc qui est de la représentation. Genre évidemment que dans la vraie vie, si vous me croisez un jour, je vais pas vous parler comme ça hyper directement en vous disant « Écoutez, c'est vraiment super, on peut faire plein de choses avec les canaux d'acquisition. » Genre cette énergie-là, je la mets parce que c'est le contenu que j'ai envie de créer, c'est le produit que j'ai envie de créer. Et tout le job d'une stratégie d'influence marketing, ça va être de repérer des gens comme ça qui ont réussi à créer un produit auquel une audience s'est rattachée, qui est très souvent autour de leur personne, et de leverager leur pouvoir de prescription sur des leads qui peuvent être intéressants pour vous. Alors ce canal, il a une particularité, c'est qu'il est à la fois inbound et outbound dans une certaine mesure, dans le sens où
il y a à la fois un effet de branding très très fort à avoir des gens influents qui vont parler de vous et à la fois des méthodes de marketing d'influence qui vont être très 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 mesurables. Vous pouvez avoir des campagnes d'un côté qui vont être des trucs juste de branding, de on parle de vous, c'est intéressant, et vous pouvez avoir de l'autre côté des campagnes payantes que vous allez pouvoir mettre en place avec ces influenceurs-là et mesurer leur performance de manière très précise pour voir exactement quel est votre retour sur investissement par rapport à ça. Dans les deux cas, il y a de la créativité dedans, il y a de la relation principalement avec ces influenceurs. La relation, c'est la clé de l'influence marketing. La relation, ça passe par des petites attentions, ça passe par du care, ça passe par plein de petites choses qui sont pas essentielles. Il n'y a pas une recette miracle pour faire en sorte que ça fonctionne, mais on va essayer de voir ensemble comment on fait pour bâtir une stratégie d'influence qui a vraiment un impact sur notre business. Alors, ce qui est intéressant dans ce canal, c'est que tu n'as pas besoin de grand chose pour commencer. Ça va être un travail de veille assez colossal, de repérer les différents influenceurs, de rentrer en contact avec eux, etc. Par contre, pour ce que tu vas mesurer, tu vas pouvoir mesurer pas mal de choses. Tu vas pouvoir mesurer évidemment l'impact inbound que ça a sur ta marque. Donc mesurer, je mesure mes propos, c'est pas non plus hyper simple de mesurer une campagne inbound. Par contre, tu vas pouvoir mesurer d'autres choses beaucoup plus précises, notamment les résultats de campagnes individuelles à travers Analytics et voir éventuellement les ventes qui ont été faites à travers ces différentes campagnes. Et donc, pour ça, je vous renvoie au module sur le fonctionnement d'un canal d'acquisition pour voir comment mettre en place les différents UTM et autres outils qu'il y a dans Google Analytics qui vont vous permettre de comprendre comment vraiment vos campagnes performent. Alors, la première étape pour mettre en place une stratégie d'influence marketing, ça va être de repérer les éditeurs de contenu qui sont pertinents pour ta marque. Comme je l'ai dit, tout l'enjeu, il est vraiment d'arriver à toucher des gens qui ont une relation privilégiée et de prescripteur avec une audience qui est intéressée potentiellement par les produits que tu proposes ou par les services que tu proposes. Tout ça, ça demande de faire de la recherche, ça demande une veille qui est constante. Ça peut être un truc que tu étales sur plusieurs journées ou un truc que tu fais avec intensité. Moi, je sais que c'est un job que j'ai fait beaucoup de fois dans ma vie pour différents projets. Et puis, je sais que des fois, j'avais des potes dans une chambre, on était 4 et puis on passait notre journée sur Instagram à remplir un tableau Excel gigantesque de tous les gens qu'on pouvait trouver sur Insta, mais aussi des youtubeurs, aussi des blogueurs, de vraiment tous les gens qu'on pouvait voir qui étaient des sortes de particuliers, pas des journalistes, mais qui en tout cas avaient un pouvoir de prescription fort, avaient un contenu qui nous parlait aussi. Parce que c'est une notion importante aussi, c'est de savoir si le contenu qui est produit reflète tes valeurs. Genre il y a plein de gens qui produisent du contenu sur Terre. Ces contenus, ils sont de qualité différente et ils reflètent des valeurs plus ou moins différentes et il va falloir trouver lesquels correspondent à ce que tu veux passer comme message. Toi, ton but, ça va être donc de trouver énormément de gens. Pour trouver ces gens-là, il n'y a pas 36 solutions. Tu vas commencer par taper dans Google, évidemment. Alors, qu'est-ce que tu tapes dans Google ? Tu tapes les mots-clés qui sont liés à ton produit ou à ton service. Tout de suite, tu vas tomber sur des gens qui vont avoir écrit des sujets. Il va falloir faire preuve d'un minimum de créativité pour trouver des mots-clés qui sont pertinents, qui sont connexes, qui sont pas forcément directement juste les mots-clés du produit que tu proposes, mais les sujets qui peuvent y être associés, ce que les gens en gros chercheraient. Si tu te mets dans la peau d'un de tes potentiels acheteurs, d'un de tes potentiels clients, tu vas te demander, ok, qu'est-ce qu'ils vont taper ? C'est un peu le même job qu'en SEO, mais ça va te permettre non pas de regarder qui sont tes concurrents par rapport à ça, mais de regarder quels sont les gens qui sont bien placés. Le contenu, c'est extrêmement puissant en SEO et donc en fait, ça va remonter assez facilement. Donc très rapidement, que ce soit sur les pages 1 à 5 de Google, tu vas normalement avoir des blogs, avoir des vidéos YouTube qui sont aussi très poussées par l'algorithme de Google. Tu vas avoir énormément de contenu de gens qui vont avoir édité ces contenus. Google, c'est une manière. Après, il y a toutes les autres. Tu peux aller sur YouTube, tu peux aller regarder les hashtags sur Instagram, tu peux aller regarder les hashtags en fait un peu partout sur les différents réseaux. Tu peux fouiller toi-même, faire ta propre veille et essayer de t'intéresser à ce sujet-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure manière de faire. C'est pas de le voir nécessairement comme une action froide. Aujourd'hui, j'ai rentré 80 personnes dans mon tableau Excel et c'est vraiment super pour ma stratégie d'influence marketing et je veux faire du business parfaitement. Tu peux complètement le faire de manière intuitive et te demander, ok, qui sont les gens dont j'apprécie le contenu et avec qui j'aimerais collaborer parce que ça m'intéresse. Et enfin, la dernière et probablement meilleure méthode pour faire en sorte de découvrir des influenceurs intéressants, c'est de demander à des gens qui sont déjà clients chez toi ou qui ont déjà, en tout cas, entamé un process de sales ou en tout cas une connexion avec toi d'une manière ou d'une autre. Parce que leur demander qui sont tes influenceurs ou tes comptes Instagram ou tes trucs YouTube préférés, c'est très souvent une bonne manière de découvrir. Je sais que typiquement, moi dans mes cercles, il y a beaucoup de gens qui écoutent des podcasts régulièrement. Les podcasts, c'est aussi une forme d'influence.
d'influence. Et je vois très souvent des gens qui sont là, genre « Ah ouais, mais toi, c'est quoi tes nouveaux podcasts que tu as découvert récemment ? Ah bah j'ai découvert machin, machine, truc, muche. » Et en fait, les gens consomment du contenu et à partir du moment où le contenu, c'est quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qui se partage très 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 facilement. Donc c'est facile en fait d'avoir des gens qui vont vous dire « Ah mais tu devrais vraiment regarder ce truc-là. » Après, vous, votre job, c'est de concrètement regarder les contenus. Ça m'amène à ma deuxième étape qui est de vraiment s'intéresser au contenu réel que ces gens produisent. Un peu comme je viens de dire juste avant, il ne faut pas être froid et distant, il faut être animé un minimum par ce que vous faites. En tout cas, j'espère que si vous faites ce que vous faites, c'est parce que vous kiffez. Pour ça, trouver des gens qui sont dans la même vibe que vous et dont vous admirez le travail, ça me paraît être quelque chose d'essentiel. Donc regardez ces contenus, ça peut faire peur de prime abord, surtout sur les gros influenceurs, les gros youtubeurs, etc. Parce que c'est des gens qui vont avoir énormément de contenu à proposer. Ça veut dire que c'est du temps assez long passé à juste scroller des feeds, regarder des trucs, regarder des vidéos. Ça peut aussi être du temps, si vous aimez votre job, où vous pouvez avoir l'impression que c'est pas du tout du taf et que ça ne compte pas du tout. Moi, je sais que quand je fais ma veille sur YouTube pour regarder des contenus, m'inspirer, découvrir ce que j'ai envie de piquer à droite à gauche pour les vidéos coup d'état, je passe beaucoup de temps sur YouTube. À la fin d'une journée où j'ai passé la moitié de mes heures à regarder YouTube, j'ai pas nécessairement l'impression d'être productif aux yeux de la société. Genre, j'ai plutôt l'impression d'être une loque dans mon canapé. Par contre, c'est un travail qui fondamentalement a de la valeur. Et ça, il faut pas le sous-estimer et il faut être content de faire ce job-là parce que ce travail de recherche, de veille et de s'intéresser aux personnes, il va vous permettre de bien comprendre comment tisser une relation avec eux et surtout d'être content de travailler avec ces gens-là. Et je pense que être content, c'est quand même le but quand on bosse. Donc quand tu commences à découvrir tous ces influenceurs, influenceuses, youtubeurs, tout ce que tu veux et que tu commences à établir une liste, tu vas te poser la question de comment enrichir cette liste et comment se poser la question d'éviter un peu les scams. Alors évidemment, sur les gros comptes, en général, leur audience, elle est plutôt visible. Il y a les gens qui laissent des commentaires, il y a les gens qui mettent des likes, etc., etc. Mais par contre, il y a quand même une grosse frange de la population où on n'est pas vraiment sûr de l'audience et de l'engagement de l'audience qu'il y a derrière les comptes qu'on peut regarder. Il y a une stat qui m'a impressionné qui est que 67% des boîtes qui disent avoir investi dans une stratégie d'influence marketing se sont retrouvées avec des gens qui sur le papier étaient super parce qu'ils avaient beaucoup d'abonnés mais qu'au final ça n'avait pas eu d'impact du tout sur leur marque. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est que des fois, tu vas pousser un influenceur, une influenceuse qui est pas du tout pertinente pour ta marque. Et puis, il y a des fois où, en fait, les gens sont juste des comptes où il y a peu d'engagement. Le nombre d'abonnés, c'est une vanity metric, c'est un truc où tu te dis « Ouah, la personne, elle a 150 000 abonnés, c'est incroyable ». Mais in fine, ce qui compte, c'est des métriques qui vont être plus proches du reach, de l'engagement, des interactions directes avec le compte, etc., etc. Toutes ces métriques-là, moi, il y a un outil que j'adore qui est complètement gratuit, qui s'appelle Social Blade et qui te permet de taper le nom d'un Instagrammeur, d'un YouTuber, de ce que tu veux et de regarder un peu ces métriques d'engagement. Ça va te permettre de voir combien de fois il a posté récemment dans les dernières semaines. Ça va te permettre de voir son nombre d'abonnés et l'évolution de son nombre d'abonnés. C'est d'ailleurs très intéressant de se poser cette question-là, genre en fonction des contenus qu'il poste, est-ce qu'il gagne ou il perd des abonnés. On est dans une période avec Black Lives Matter et tous les trucs de les violences policières, etc., où il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir des contenus qui perdent des abonnés. C'est un phénomène qui est récurrent. Les abonnés des gens, c'est jamais une courbe parfaitement exponentielle ou parfaitement linéaire. C'est très souvent des pics de up and down et c'est intéressant aussi de corréler les contenus des personnes qui ont été publiés avec leur augmentation ou leur diminution d'abonnés. Bref, il y a énormément de stats que vous pouvez regarder et c'est important de prendre du recul par rapport à tout ça. Évidemment que comme je vous l'ai dit juste avant, les gens ne sont pas juste des statistiques, juste des chiffres et un canal d'acquisition bien rodé qui va vous amener des leads, mais évidemment non plus que les gens ne sont pas juste tout rose et c'est sympa et c'est la fête des bisounours. La plupart du temps, il va falloir mélanger un petit peu les deux et pour ça, regardez des métriques comme le taux d'engagement, donc sur un compte Instagram qui marche bien, un taux d'engagement autour de 5%, c'est vraiment un bon taux d'engagement globalement. Ça veut dire que c'est 5% des abonnés du compte qui vont vraiment interagir avec les publications. C'est un chiffre, si vous commencez à faire du contenu, vous allez vite vous rendre compte que c'est vraiment difficile à atteindre et c'est hyper intéressant. On ne se rend pas compte. On a l'impression que 150 000 abonnés ou 1,5 million d'abonnés, ça fait 1,5 million de personnes qui vont interagir avec toutes les publications qui passent. C'est pas le cas.
Ça augmente avec les stories, ça augmente avec plein d'activités qui vont être mises en place par ces différentes plateformes pour augmenter le taux d'engagement. Mais c'est difficile en tant qu'éditeur de contenu d'avoir un contenu engageant. Donc quand tu commences à avoir une bonne liste bien fournie des différents éditeurs de contenu sur ton marché qui te paraissent pertinents pour ta boîte et que tu les as bien enrichis avec des chiffres et que tu as pris ce temps pour vraiment les connaître leurs personnages et connaître le contenu qu'ils produisent, tu vas pouvoir commencer à te poser la question de les contacter. Contacter des influenceurs, ça peut paraître difficile, voire impossible. Parce que ils ont beaucoup de gens qui leur écrivent, ils se noient, tu vas te noyer dans la masse de DM qu'ils vont recevoir. Ça peut être très vite insurmontable. En réalité, la plupart de ces gens passent vraiment du temps à lire les différents messages qu'ils reçoivent. Ça fait partie de leur job, ça fait partie de leur taux d'engagement. En général, s'ils créent du contenu, ils créent aussi une communauté en même temps. Et la seule manière de créer une communauté, si tu regardes le module sur créer une communauté, c'est de parler avec les gens individuellement. Et donc, ils font ça assez régulièrement. D'autant plus que des propositions comme celles que vous allez envoyer, ils en reçoivent assez régulièrement. Et donc, c'est aussi un des moteurs de leur business. Évidemment que les influenceurs, ils ont besoin de se faire de l'argent, ils ont besoin de gagner de l'argent. C'est un peu tabou dans ces milieux-là en général, personne ne veut en parler. Mais ça a beau être tabou, on a beau ne pas en parler du tout, c'est toujours un sujet. Les gens ont besoin de gagner leur vie et plus si affinité. Et donc vous, si vous venez avec une bonne proposition pour leur proposer de gagner de l'argent en échange d'un service rendu, ça peut très bien marcher. Alors, la première manière pour les aborder, c'est de leur envoyer directement un message à travers la plateforme qu'ils utilisent. Que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, Medium, des blogs, etc. Vous pouvez directement les contacter et leur proposer quelque chose. Vous pouvez aussi le faire par email. Par exemple, sur Instagram, s'ils ont un compte business, en général, vous avez un bouton pour leur envoyer un email directement. Si c'est pas le cas, vous allez peut-être trouver sur leur site web ou sur un truc qu'ils ont en ligne, un formulaire de contact ou en tout cas une adresse email que vous pouvez utiliser. Bref, il y a toujours moyen de décoder un email quelque part pour envoyer tout bonnement et simplement un call d'email directement. La troisième méthode, c'est probablement la plus efficace et celle qui rentre le mieux dans leur workflow, c'est que la plupart de ces gens ont des agents. Le monde de la création, le monde de YouTube, de Instagram, de tout ça, c'est un monde où finalement les gens sont considérés comme des artistes plus que comme des entrepreneurs. D'ailleurs, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Mais donc, ça veut dire qu'ils ont délégué très souvent toute la partie administrative et business à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est un agent et il ou elle a pour rôle de vraiment prendre tous les calls, de négocier les contrats, de faire le tri aussi des choses qui sont pas intéressantes de prime abord pour la personne qui produit les contenus. Tout ça dans l'objectif de faire en sorte que l'éditeur de contenu passe du temps à créer du contenu, à faire ce qu'il est bon à faire. Je sais que dans le coup d'état, ça peut paraître un peu bizarre parce que moi, je suis tout le temps en train de vous expliquer que vous pouvez tout faire vous-même. C'est une croyance fondamentale que j'ai à propos des gens, c'est que je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses différentes. Mais il est vrai que rester focus sur un seul sujet et continuer à faire un seul truc très très bien pendant très longtemps, c'est quand même la meilleure manière d'exceller. Et donc, ça m'amène à mon dernier point sur le fait de contacter les influenceurs, c'est qu'il faut prendre ça en compte. Il faut prendre en compte le fait que leur objectif à eux, c'est principalement de créer du contenu. Évidemment qu'il y a un objectif secondaire qui est de générer du cash derrière, mais en même temps, si vous arrivez à leur proposer l'un en leur montrant que l'autre va pas être impacté nécessairement, vous avez forcément une carte à jouer. C'est pour ça que quand vous envoyez un DM ou un email, envoyez pas une proposition avec une plaquette avec 150 slides PDF. Envoyez vraiment un message qui dit « Bonjour, j'ai vu tes contenus, je kiffe trop ce que tu fais, j'ai adoré ta dernière vidéo sur machin. Est-ce que ça t'intéresserait de discuter? Parce que nous, on a une marque qui fait ça et on aimerait bien voir ce qu'on pourrait faire ensemble. » Gros bisous, machin. T'es pas obligé d'être aussi familier, la plupart de ces gens sont des personnes et méritent d'être respectés comme il se doit. Mais en tous les cas, l'idée est là. Je vous donne volontairement pas un template avec un message écrit sur comment contacter un influenceur parce que je pense que vous n'êtes pas des moutons. Je pense que vraiment, il faut faire cet effort de comment je vais communiquer avec une personne en respectant son temps. Respecter le temps de cette personne, c'est vraiment important et lui montrer que vous êtes ouvert à la discussion et que vous n'êtes pas juste quelqu'un qui veut profiter de son influence, en général, c'est de très bonnes idées. Je vous fais confiance pour trouver des messages, j'espère que vous m'en enverrez des beaux en me montrant comment vous avez décroché vos premiers rendez-vous avec des influenceurs. Bon, normalement, à ce stade-là, vous êtes en conversation avec différents éditeurs de contenu ou avec leurs agents pour commencer à voir ce que vous pouvez mettre en place. Là, on va se poser vraiment la question de faire une proposition.
Faire une proposition de campagne d'influence pour un influenceur, un éditeur de contenu, ça implique toujours 3 choses. Ça implique un format, un call to action et un prix. Sur le format, vous avez énormément de possibilités. Déjà parce que on parle dans cette vidéo d'un canal d'acquisition qui regroupe énormément de canaux de distribution dont je parle depuis tout à l'heure, mais aussi parce que sur le format en lui-même, il faut laisser la liberté à l'éditeur de contenu de créer le contenu lui-même. Moi, je sais que j'avais des amis influenceurs qui me montraient des mails de marques qui avaient un gros budget, qui leur proposaient quelque chose de très intéressant financièrement parlant, mais qui voulaient avoir absolument le contrôle sur toute la campagne, le wording, la qualité de la photo, etc. Il faut pas être débile. Genre, les gens, c'est des créateurs de contenu et en général, s'ils en sont là où ils en sont, qu'ils soient petits influenceurs avec 10 000 abonnés ou qu'ils soient des gros influenceurs à 1,5 million, en général, c'est qu'ils savent un minimum ce qu'ils font. C'est qu'ils savent parler à leur audience, c'est qu'ils sont connectés avec eux et donc c'est les personnes qui sont les mieux placées pour discuter avec les gens que vous voulez toucher. Ça veut dire que dans votre proposition, il va falloir essayer plus de vous mettre d'accord sur un contenu qui va être pertinent que d'essayer d'imposer un format. Alors évidemment, après, ça va refléter le prix, ça va refléter la création. Mais ce pourquoi vous payez dans une campagne d'influence auprès de quelqu'un comme ça, c'est pas uniquement son audience. Parce que sinon, vous iriez payer des pubs Facebook et vous allez voir le module sur Social Ads et puis vous faites ça. Là, ce pourquoi vous payez, c'est aussi la créativité de la personne qui est à l'autre bout du fil. La deuxième chose, c'est le CTA. Alors le CTA, le call to action, c'est faire en sorte d'incentiver correctement le blogueur, l'influenceur, etc. à ce que ses clients aient envie d'acheter. Pour ça, très souvent, les marques donnent des codes promo. Le code promo, c'est hyper puissant parce que ça vous permet à la fois de pousser les gens à l'action avec un code promo qui est restreint en termes de temps et ça vous permet aussi de bien mesurer combien de commandes viennent de ces codes promo, qui sont les leads qui viennent de ces codes promo en fonction de les différentes campagnes que vous allez mener. Ce call to action, il doit être défini en avance, il doit être très clair et très souvent, c'est un point de négociation avec les influenceurs avec qui vous allez parler. La plupart du temps, ces gens-là, si vous avez une veille sur les différents éditeurs de contenu du marché, eux, ils ont une veille qui est meilleure que la vôtre. Et ne vous leurrez pas en vous disant que si vous proposez un code promo de 20% à une personne et que vous proposez un code promo de 50% à la personne suivante, ils vont pas le voir. La plupart du temps, ça se voit. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie transparente, de bien discuter avec les gens et de leur poser des questions pour trouver le meilleur deal possible qui vous convient. Toujours sans leur faire perdre du temps. Donc c'est vraiment une relation qui est un peu tendue parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, etc. Où il y a besoin d'avoir une vraie admiration, il y a besoin de faire quelque chose d'intéressant et de tomber d'accord sur un deal qui marche pour les deux personnes. Et ça, c'est trouver un deal win-win et évidemment dans cette équation-là, il y a une notion de prix. Alors le prix, ça peut varier énormément. J'ai essayé quand j'ai écrit cette vidéo de vraiment vous donner une fourchette des prix, puis je me suis rendu compte que c'était pas juste une fourchette, ni même une fourche, que c'était vraiment un tractopelle. Et en fait, c'est un peu compliqué de vous donner ça, parce que ça varie du gratuit, dans des situations où par exemple vous allez taper exactement dans la ligne édito de l'influenceur ou du créateur de contenu et où du coup il va avoir envie de vous partager naturellement. C'est ce qui s'est passé avec Vibe. Dans ce module, il y a un retour d'expérience de Vibe et de comment ils ont fait leur première stratégie d'influence entre guillemets. Et en fait, ça se résume très simplement à avoir envoyé un message à une de leurs influenceuses préférées en lui disant « Écoute, nous, on veut créer la néobanque des jeunes et on veut faire en sorte de faire une banque qui comprend réellement notre génération Z plutôt que d'avoir des banques empiriques qui se foutent de notre gueule et qui font du marketing pour jeunes. » Et puis l'influenceuse, elle a dit franchement, je trouve que c'est une mission qui cartonne, je vais vous partager mes premières stories. Et ça s'est déroulé et puis elles ont eu de plus en plus d'influenceuses, d'influenceurs qui ont parlé de Vibe et ça a contribué énormément à leur croissance sur Instagram et à leur croissance en termes d'acquisition jusqu'à 700 000 leads où ils en sont aujourd'hui. Donc ça, c'est dans le cas du gratuit et puis après, tu peux aller dans le cadre du payant. Alors en général, ces influenceurs-là, ils savent un minimum ce qu'ils vous vendent. Un influenceur ou une influenceuse qui a 150 000 abonnés avec 5% d'engagement, il va vous proposer en général un prix qui est aux alentours de 1 000 € la story. 1 000 € la story, ça peut paraître très très cher, mais il faut bien se rendre compte qu'en fonction de leur positionnement sur le marché, ils ont affaire à des marques qui sont potentiellement beaucoup plus puissantes que les vôtres. Quand tu vends de la stratégie d'influence à des grands groupes comme des groupes hôteliers ou des groupes de cosmétiques gigantesques, etc.,
ils ont en général de la force de frappe et ils peuvent se permettre de mettre des gros tickets parce qu'ils savent que ça va rapporter derrière à la fois en termes de vente sur la campagne en elle-même, mais surtout en termes de branding qui est leur principal objectif. Les grandes marques, faut pas oublier qu'elles font principalement mumuse avec de l'inbound et qu'elles sont là à faire des campagnes d'affichage dans le métro. Je vous renvoie sur le module sur les offline ads, mais en tout cas voilà, vous n'êtes pas forcément en compétition avec les mêmes personnes. Après, en fonction du segment de marché que vous allez targeter, vous allez vous retrouver avec des influenceurs et des influenceuses qui ont des relations avec des marques plus ou moins prestigieuses et avec des forces de frappe financières plus ou moins importantes. Donc là, je vous ai dit, ça peut aller du gratuit, ça peut aller jusqu'à 1 000 € la story, ça peut être 5 000 € un post. Ça va vraiment dépendre et la plupart du temps, la vraie clé, c'est de demander avec honnêteté combien ils demandent. Et puis ensuite de négocier, parce qu'évidemment, tout est ouvert à la négociation et il y a une énorme part d'affect. Ces gens-là ont pour objectif de créer du contenu pertinent pour leurs abonnés. Et si tu leur amènes du contenu pertinent pour leurs abonnés, ils vont être très contents de créer pour toi et de se faire payer pour. Et puis en même temps, eux, tu leur enlèves une charge de travail qui est la charge mentale de réfléchir tout le temps à mais qu'est-ce que je vais poster demain? Parce que, comme on en parle dans le module sur la création de contenu, c'est vraiment un travail constant de produire et de maintenir un niveau d'énergie suffisamment élevé pour que votre audience reste engagée. Donc si en plus vous pouvez faire d'une pierre deux coups et faire en sorte que cette personne gagne du temps et gagne de l'argent, en général, vous allez pouvoir y trouver un intérêt aussi. Tout ça, je pense que vous comprenez que c'est difficile pour moi dans cette vidéo de vous expliquer quelles tranches de prix vont être pertinentes pour vous ou pas pertinentes. C'est compliqué parce que c'est une relation qui est profondément humaine et c'est une relation qui est profondément unique que vous allez bâtir avec chacun et chacune de ces influenceuses. Et votre objectif, ça va vraiment être de trouver le point de concordance où ça va être intéressant pour eux comme pour vous de bosser ensemble. Et en fait, finalement, c'est un process de sales. Le truc, c'est que c'est une relation de sales qui est humaine, qui demande de prendre du temps et d'investir du temps dans cette relation. Et comme je le dis dans tous les modules qui ont un aspect relationnel, qui sont connexes aux sales dans cette formation, il va falloir multiplier les points de contact. Parce que la plupart du temps, vous allez avoir des pertes qui sont quand même assez significatives entre les différentes étapes de votre funnel. Entre le moment où vous allez repérer la personne, le moment où vous l'avez contactée, le moment où elle vous a répondu, puis le moment où vous avez trouvé un deal, vous allez avoir d'énormes pertes. Et donc le seul moyen de contrebalancer ces pertes et de faire en sorte que dans votre business vous ayez une stratégie d'influence qui fonctionne, c'est d'avoir plus de monde à l'entrée du funnel. Il n'y a pas de secret. Et donc comme je le dis dans tous les modules qui incluent des relations et en tout cas une discipline qui est un peu connexe aux sales et qui inclut de parler à des humains, en fait vous allez forcément avoir des pertes dans ces relations et il faut arriver à contrebalancer ces pertes. Si vous voulez avoir une stratégie d'influence marketing qui fonctionne, ça va être comme en sales, vous allez avoir une sorte de funnel. Et donc entre le moment où vous allez repérer tous les influenceurs qui vous plaisent, puis que vous allez les contacter, puis que vous allez vous mettre d'accord sur un truc à mettre en place ensemble, puis que vous allez closer un deal, dans toutes ces étapes-là, vous allez avoir énormément de pertes. Et ces pertes-là, il faut arriver à les prendre en compte et le seul moyen de les contrebalancer, c'est de faire en sorte de faire rentrer plus de monde à l'entrée du pipe pour partir du principe que vous en aurez beaucoup moins à la fin. Et enfin, dernière étape de la mise en place d'une expérimentation d'influence marketing, c'est de mettre en place concrètement la campagne et de commencer à observer comment elle fonctionne. Mettre en place cette campagne, ça implique un boulot créatif que vous devez déléguer en grande partie à la personne qui va être votre éditeur de contenu pour cette campagne. Comme je le disais juste avant, soyez pas cette marque pushy qui impose son set de créativité à l'influenceur, à l'éditeur de contenu. Ça ne marchera pas. De toute façon, ça ne marchera pas ni dans votre relation avec la personne, ni dans votre relation avec l'audience que vous voulez toucher à la fin, parce que cette audience, elle veut voir le contenu de la personne, pas le vôtre. Quand vous mettez en place une campagne comme celle-là, c'est très important de mesurer. La plupart du temps, ce que vous allez utiliser, c'est très simple. C'est juste un petit lien avec des UTM. Vous allez l'envoyer à la personne. Vous pouvez le faire de manière raccourcie et vous allez dire, dès que tu parles de nous, tu mets ce lien-là en disant qu'il y a un call to action qui est par exemple 20% de réduction avec le code promo, machin. Et en fait, tout ça va vous permettre de traquer. Les influenceurs, les éditeurs de contenu en général sont très habitués à utiliser ce genre de lien. Et donc là, avec tout ce que je viens de dire, normalement, vous avez suffisamment les armes pour vous lancer dans votre première stratégie d'influence marketing. Alors, comment tester tout ça ? Normalement, là, je vous ai vraiment donné toutes les clés qui sont nécessaires à mettre en place votre première campagne d'influence marketing.
Le truc, c'est qu'il faut bien prendre conscience, comme je le dis depuis tout à l'heure, que c'est un process de relation, un process de sales et que donc ça prend du temps. Ça prend du temps, pas forcément de mettre en place la campagne en elle-même, mais de vraiment tisser ces relations et faire en sorte d'avoir juste la confiance nécessaire pour un partenariat qui fonctionne. Donc, tout ça est très important, mais je voudrais juste revenir sur un truc sur lequel j'ai envie d'être très très clair. Le canal d'influence marketing, il est principalement payant. J'ai peut-être été un petit peu flou au niveau des prix parce que c'est très difficile encore une fois de vous en donner des clairs. Mais en fait, payez pour ce genre de truc. Payez pour ce genre de truc parce que les éditeurs de contenu, la plupart du temps, on les prend pour des pigeons. Et en fait, ça va marcher peut-être sur des influenceurs jeunes. Il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, surtout en génération Z, qui ont énormément d'abonnés, mais qui sont encore très jeunes. On parle de la tranche 12-18 ans. Et vous sentez bien quand je dis ça qu'il y a un truc qui va pas en fait. Il y a un truc qui va pas, genre le seul moyen, si le seul moyen de pas payer pour votre campagne, c'est d'aller voir des gens qui sont un peu vulnérables, c'est probablement que c'est pas une très bonne idée. Et après, ces gens-là qu'on prend pour des pigeons régulièrement depuis des années, quand ils commencent à vieillir, en fait, on se fout plus de leur gueule aussi facilement. Et donc du coup, il faut les payer. Genre il y a un travail qui est fait, il y a le rassemblement d'une audience. Si vous payez pour des Facebook Ads, parce que Facebook a réussi à rassembler une audience gigantesque qui vous permet de la toucher assez facilement, il va falloir que vous payiez aussi pour des gens qui ont fait un travail similaire, peut-être à plus petite échelle, peut-être à plus petite échelle, mais qui en tout cas l'auront fait. Et ça me ramène à mon premier point initial qui est oublier tous vos préjugés sur les créateurs de contenu parce que ces gens-là font un travail phénoménal et qu'il faut savoir les rémunérer pour. Donc c'est un canal qui est inbound et outbound. C'est un canal qui vous permet de brasser énormément de gens avec un pouvoir de prescription très très fort. Et le seul truc qui compte dans tout ça, c'est d'avoir une relation efficace, pertinente et profondément émotionnelle avec la personne avec qui vous interagissez. Parce que si vous avez ça, normalement, vous pouvez mettre en place des campagnes qui sont au jour 1 rentables et qui peuvent vraiment faire décoller de votre business en termes de branding et même en termes d'acquisition pure.